Bienvenue sur Corsé, mon balado qui parle de coparentalité, de communication. L'objectif, c'est que si t'es en couple, si t'es séparé ou si t'es en famille recomposée, que ce soit plus doux avec ton coparent, que ce soit plus simple avec tes enfants. C'est pas toujours facile. Alors ici, il n'y a pas de jugement. Ici, il n'y a pas de tabou. On ouvre, on discute. Puis l'objectif, c'est juste que notre quotidien soit plus fonctionnel et soit plus sain. Alors, je te laisse à l'écoute de l'épisode de Corsé. Bonjour à tous! Bienvenue à un autre épisode de mon balado Corsé. Encore une fois, je suis toute énervée, toute excitée parce que je reçois les invités qu'on a eus la semaine dernière. Et oui, on a fait 2 épisodes back-à-back. Habituellement, on se voit aux 2 semaines. Bien, vous m'écoutez, en fait, aux 2 semaines, mais pas cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on est dans la semaine nationale de sensibilisation et de prévention aux dépendances. Et mais c'est important qu'on parle de consommation, de substances, de comment, comme parents, on peut être là-dedans, comment l'entourage peut être là-dedans, comment les professionnels sont là-dedans. Donc, bref, Isabelle et Bianca ont accepté de faire un autre épisode avec moi pour continuer cette discussion parce que notre premier épisode qu'on a eu fini, on a fait comme, ben là, il y a encore bien trop d'affaires à dire. Salut les filles! Allô! Donc, Bianca et Isabelle sont tous les deux des intervenantes en centre de réadaptation pour en dépendance. Tout leur gros pedigree, là, vous les avez dans le descriptif et vous les avez aussi dans l'épisode 1 qu'on a fait. Donc, si vous ne l'avez pas déjà écouté, ben, je pense que ça serait pertinent que vous l'écoutez. Ça fait vraiment une belle continuité, en fait, aujourd'hui, la discussion qu'on va avoir. Il y a plein de choses qu'on a ouvertes, justement, en fait, la semaine dernière dans nos discussions. Il y a une des choses, en fait, tu sais, qu'on a nommées, puis c'était, on a parlé des parents. On a parlé, justement, de, est-ce que ça fait de nous, hein, le titre, c'est Parents consommateurs, est-ce un bon parent? Fait que j'aurais le goût qu'on rentre un petit peu plus dans ce sujet-là pour être en mesure de bien expliquer pourquoi ça peut avoir un impact sur le rôle parental. C'est quoi les risques, en fait, associés à ça? Bien, je vais commencer. Dans le fond, on peut avoir un problème de dépendance, peut être un très bon parent, comme on peut avoir un problème de santé mentale. Tu sais, chaque parent a des forces et des difficultés. L'enjeu, c'est quand le problème de dépendance est actif et que le parent est plus ou moins en démarche ou le reconnaît pas. Puis c'est là qu'on pourra peut-être regarder plus tard comment l'entourage, comment tu sais, le réseau autour peut aider. Mhm. Mais ce qui est important, tu sais, puis je pense que oui, la dépendance va avoir des impacts sur le rôle de parent. Puis ça, c'est important de le prendre en compte. Je donne un exemple. Souvent, moi, j'accompagne des parents, puis je vais y aller dans le sens inverse. Au lieu d'aller dans ce qui est négatif, je vais vous nommer ce que les parents me disent, qu'ils observent une fois qu'ils ont diminué ou arrêté la consommation. Fait que souvent, Ah, c'est bon, ça. ouais, OK. hein? Fait que souvent, ils vont me dire, parce que quand la personne est dedans, souvent la situation est trop proche, fait qu'ils ne voient pas les impacts. Ils vont me dire, ben non, je fais de mon mieux, je suis une bonne mère, je suis un bon père. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour être en mesure d'évaluer ou de quantifier à quel point ça a peut-être eu des impacts, mettons. Exact. Fait que tu sais, moi, je les sais théoriquement, mais même si je leur ramène versus quand vraiment ils font le changement. Fait que souvent, ce qu'ils vont me dire, ils vont dire, hey, je suis beaucoup plus patient, beaucoup plus Hmm. disponible. Puis ça, il Ah, faut comprendre la disponibilité. Souvent, le parent va dire, j'étais là de corps. Tu sais, je ouais. nourrissais mon enfant, je m'assurais que tous les besoins étaient comblés, mais ils vont me dire, là, je suis là pour lui, j'ai le temps de jouer avec lui, j'ai l'énergie aussi, beaucoup plus de disponibilité affective, mais aussi au niveau de l'énergie. Euh, Plus de Je suis pas en confiance. train de penser à consommer ou je suis pas en train Ouais. de penser à me remettre de ma consommation. Je suis focus sur le moment partagé avec mon enfant. C'est ça que tu veux dire par la disponibilité? Je suis Exact, toute là. exact.
Puis je suis Et sûre ça que tout le serait... monde peut se rappeler un lendemain de veille, là, tu sais, qui ont pris, tu sais, que la soirée a été bien arrosée le lendemain, là. On n'est pas à notre meilleur, là. Fait que si on a un petit coco de 2 ans qui est réveillé à 6 heures le matin, là, Arc. hi, on va s'assurer On qu'il va mange dire, bien, qu'il soit propre, que tout soit correct. Mais Absolument. Mais j'avais le goût de faire un parallèle avec le travail. Tu sais, mettons, Mhm. si tu reviens à la maison, là, puis que tu es tout le temps envahi par ton travail, là, ben, je suis ben désolée, oui, mais tu seras pas plus disponible, en fait, là, tu sais. ben Exact, non. exact. Fait que Oui. c'est un peu le même genre quand on parle de disponibilité, ça ressemble à ça. Oui, ça va faire qu'on c'est ça, on est moins alerte, fait que le décodage, tout ça. Il y a des enjeux, par contre, la dépendance des spécificités. Exemple, un parent qui consomme à l'occasion moins d'autres moments, fait que pour la routine de vie, tu sais, la routine du dodo, les Oui. règles. Tu sais, quand la personne est sobre, là, il va être capable de tenir tu sais, de tenir C'est le fort, cohérent, de c'est respecter. constant. Oui, il va être constant, mais s'il y a de la consommation, comme tout d'un coup, c'est pas grave là, si finalement tu passes plus de temps sur ta tablette aujourd'hui. Ah, c'est pas grave si tu te couches plus tard. Mais ça fait que pour l'enfant, il y a comme une inconstance. Pourquoi des fois je peux? Puis là, les parents vont me dire, ben là, j'ai plus de crises. Oui, mais les journées que tu consommes, toutes ces règles-là tombent à l'eau. Fait que ça Mhm. amène, ça peut amener Mhm. aussi un autre impact qui est important, c'est l'insécurité. Des fois, j'agis de telle façon, maman est de bonne humeur, mais oups, tout d'un coup, maman, elle se fâche, elle crie après moi. Puis l'enfant, il n'est pas nécessairement capable de dire, ah, c'est parce que maman, elle a consommé. Fait Je qu'il me va le rappelle prendre un des petit fois. bonhomme qui, je sais pas si je l'avais dit à la première épisode, mais si je l'ai dit, ben je le répète. OK, vas-y. Euh, qui me racontait, il avait 8 ans, puis il me racontait quand maman elle fume l'affaire, là, elle change, puis elle me fait peur. Mhm. Hmm. Fait qu'il était pas capable de savoir que c'était de la consommation, mais il savait que la pipe, dans le fond, tu sais, que ce qu'elle mettait dedans, à quelque part, c'est ça qui faisait. Lui, il associait que c'est ça, c'était de la pipe qui rendait maman Mais au moins, il s'est rendu différente. compte que c'était externe. Mais plus jeune, des fois, ils vont le prendre de Oui, façon interne. Ah, je suis Mhm. c'est pas de ma une bonne faute. fille, c'est de ma faute. Maman est fâchée contre moi, mais maman est peut-être juste fâchée parce que là, elle a hâte que l'enfant soit couché pour aller consommer. Absolument. Fait qu'il y a ça aussi quand on parlait d'irriter, il y a l'irritabilité, tu sais, parce qu'il y a des parents qui font leur mieux puis ils vont pas consommer pendant que l'enfant est debout, ils vont attendre que l'enfant se couche, fait qu'ils vont me dire, ben, il n'y a pas vraiment d'impact, mais ça amène que la routine du soir, il faut qu'elle fly, là, parce que, Oui, mais Ouais. en même temps, s'il arrive de quoi pendant que l'enfant est couché ou que l'enfant, il exact. faut que je me lève, puis il faut qu'on aille à l'hôpital, mais si je peux, je serais pas plus apte, là. Non, non, Mais ça, non. c'est des risques. Ouais, souvent, je vais leur donner comme observation si il serait, parce qu'ils vont me dire, ah, il dort. Mais s'il fait de la fièvre ou tu dois te présenter à l'hôpital, est-ce que tu considères que tu es en état de te présenter devant une personne, tu sais, un médecin, une infirmière, ou si tu vas être gêné ou tu ne pourras même pas te rendre à cet endroit-là? Fait que ça permet Mhm. d'amener de la sensibilisation. Parce que, tu sais, je reviens à la question d'être un bon parent. Je pense que oui, c'est un bon levier. Les gens, tu sais, je crois que tu sais, les gens veulent le mieux pour leur enfant. Fait que si on utilise ça, tu sais, de les sensibiliser, Mhm, puis d'utiliser l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, puis de mhm. prendre conscience que il y a de l'impact, pas juste au moment où on consomme, mais tout autour Ouais. Est-ce que d'être tout, préparé. Oui, vas-y. absolument, puis est-ce que dans le fond, c'est tout ça qu'on va appeler les risques de négligence? Tout ce que tu viens d'apporter là, dans le fond, c'est-tu pour ça ou il y a autre chose? Ben oui, parce que justement, cette insécurité-là, où ça va amener des fois des retards à l'école. Mhm, Tu sais, mhm. ça peut amener aussi l'entourage, tu sais, qui va fréquenter. Tu sais, il y a des substances qui amènent un entourage un peu plus à risque aussi, fait qu'il y a Ah, moins de ouais, je comprends. surveillance. Tu sais, si c'est le party à la Oui, maison, il y a plein d'adultes en oui. consommation de toutes sortes de substances, puis que Mhm. l'enfant est laissé à lui-même. Mhm, Des fois, mhm. c'est de la négligence. Les parents, des fois, quand ils ont on espère pas se rendre là, mais quand la DPJ vient puis qu'il y a un motif de signalement à risque de négligence, souvent ça les brasse. Mais c'est pas de la négligence. Ils vont me dire, j'ai pas négligé. Mais c'est les impacts de leur dépendance. Fait que s'il n'y a plus Exactement. d'argent pour remplir le C'est ça. C'est frigo, ça. s'il y a un manque de fréquentation scolaire, si, il est exposé à des situations inadéquates. Fait que c'est pas que le parent néglige, mais c'est que la consommation amène un risque de négligence. Je sais pas si c'est un peu plus clair. C'est Puis, très clair. puis, Cynthia, si on peut ajouter dans des situations où il y a des contextes de séparation, le risque de négligence, on peut inclure à ça aussi
la négligence dans sa coparentalité, hein, parce que l'impact de l'effet de la substance, l'effet rebond de la substance, Et là, le j'aime ça, manque, ce la que tu dis, là. dépendance, comment ça va jouer dans nos relations avec notre ancien conjoint, qui reste le parent de l'enfant, comment ça peut nuire, puis ça peut faire tout un brouhaha, puis ça amène une insécurité pour l'autre parent aussi. Oui, mais c'est quand on était encore en couple, peut-être que moi, j'agissais un peu comme un filet de sécurité quand tu es en état de consommation. Là, si tu es tout seul avec les enfants, ça se pourrait que ça m'insécurise davantage. Fait que la fameuse phrase, ouais, mais tu le savais que je consommais. Oui, mais t'as un petit peu, c'est pas pareil, là. On était deux. Là, t'es rendu tout seul. Fait que ton filet de sécurité, c'est lequel, là, tu sais? Oui, c'est ça. Tu as parlé de quelque chose, Isabelle. L'impact de l'effet rebond. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Bon, avant de parler des substances, puis l'effet des substances, puis l'effet rebond, je veux juste ramener au fait que la substance, là, ce qu'il faut garder en tête, c'est la loi de l'effet. Hein? La loi de l'effet, il y a 3 facteurs par rapport à ça. C'est quoi la substance que je prends? De quelle façon je la prends? Est-ce que je l'injecte? Est-ce que je la siffle? Est-ce que je la mange? Est-ce que j'en prends une certaine quantité, une certaine fréquence? Donc, il y a de ça. Dans l'autre aspect, c'est l'individu, la personne comme telle. Elle est grande comment? Elle pèse combien? C'est quoi son humeur? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie présentement? Hein, des facteurs personnels qui pourraient venir. Puis l'autre, c'est les facteurs contextuels. Hein, les contextuels, tu vas parler à quel endroit il a consommé, avec quel matériel. Donc, tout ça fait partie de... Je suis toute seule, je suis dans un contexte social, c'est ça? Voilà. Donc, pour la même personne, la même substance n'aura pas nécessairement le même effet. Donc, il faut tout le temps garder ça en tête. Il y en a pour qui une substance volée est là pour, par exemple, de la cocaïne va être là pour les stimuler parce que ça fait partie des catégories des stimulants, mais pour certaines personnes, certaines substances là-dedans vont les aider à focusser. Je t'amène là-dedans à penser aux molécules qu'on prend pour le TDAH. Oui. Ça fait partie des stimulants, mais ça aide à focusser. Donc, il y a des parents qui vont consommer ça. Puis dans la loi de l'effet, il faut aussi garder, c'est-tu prescrit, c'est-tu pas prescrit? Il y a un paquet d'affaires qui jouent là-dedans. Oui. Donc, tu as des grandes catégories de substances. Puis celles que les gens parlent souvent, tu as les psychostimulants, hein, par exemple le crack, la cocaïne, ça en fait partie, les amphétamines, les speed. Tu as les dépresseurs du système nerveux central, donc l'alcool, les opiacés, donc qui vont ralentir. Puis tu as les perturbateurs. Mais tu as la marijuana aussi? Ça rentre dans les... Ça fait partie des perturbateurs, la marijuana. Ah, des perturbateurs, OK. Des perturbateurs. Les perturbateurs, ça affecte la perception des sens de la personne. On est l'ecstasy. L'ecstasy. Donc, ça affecte la perception de j'ai-tu senti, touché, j'ai-tu goûté quelque chose, ça amène ça. Ça affecte aussi les cognitions. Est-ce que je suis plus dans des pensées paranoïdes? J'interprète bien ce qu'on se dit ou pas? Donc, l'effet du stimulant, c'est le stimulant, l'effet du psychostimulant. Donc, un psychostimulant, l'effet, c'est que ça va augmenter le système nerveux central. Donc, toutes les fonctions reliées à ça, le système cardio-respiratoire, le système digestif, les pensées. Donc, tout ça va être amplifié. Un dépresseur du système nerveux central. Donc, par exemple, l'alcool, ça va ralentir tout ça. Hein? Comme l'alcool, ça va t'amener dans un effet des fois plus mollo, plus relax. Alors que pourtant, les gens, souvent, ils vont dire que l'alcool, ça les désinhibe, ça les amène à être comme, je me sens comme plus jovial. C'est quoi ce faux mythe-là? L'idée, c'est pas un faux mythe, c'est que ça t'amène dans ça au début, mais selon la quantité, selon le type de personne que tu prends, selon le lieu, l'ambiance, au final, ça ralentit, puis ça va ralentir tes réflexes. C'est un peu pour ça, entre autres, pourquoi on ne peut pas être en état de conduite automobile si on est sous l'effet d'une de ces substances-là? Parce que ça baisse tout, fait que ça baisse l'inhibition aussi. Voilà. Quand tu parles festif. Oui, c'est ça. OK, oui, je comprends. Ça. Donc, ça baisse ma gêne. C'est ça. L'effet de la substance, il y a ça. Puis ce que ça ramène, c'est qu'une fois que la substance a été gérée par l'organisme,
elle crée un effet rebond. Donc, si par exemple, l'alcool va te ralentir dans ton système nerveux central, l'effet rebond, une fois que c'est terminé, c'est que tu reviens à comment c'était avant et amplifié. Donc là, ça va amener beaucoup d'agitation, beaucoup de symptômes anxieux, beaucoup de nervosité. Et là, ça amène ça. Donc, une personne qui est en grande consommation, par exemple d'alcool, de dire d'arrêter du jour au lendemain, ben ça peut être dangereux. Fait que les gens qui vont dire, mais je comprends pas, il prend tout le temps sa bouteille, 2 bouteilles de vin, il y a juste à arrêter, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, il y a une question là-dedans, mais ça peut être très dangereux physiquement d'arrêter. Hein? La cocaïne, puis le crack, puis les stimulants, si tu es en grande quantité de consommation, avec une longue dépendance, ton corps est habitué à ça, d'arrêter du jour au lendemain, ça te ramène à ce que tu étais au début. Donc, ça peut te ramener à des états dépressifs importants, des idéations suicidaires. Ça, si on regarde juste la partie substance, si tu ajoutes à ça des éléments de santé mentale, une personne qui est impulsive, bien là, ça peut amener sur des acting out plus rapides. Fait que c'est un peu ce qu'on voulait dire par rapport Même chose avec les perturbateurs. Ben oui, les perturbateurs, des fois, si tu arrêtes longtemps, tu as une personne qui est en grande consommation de cannabis, ça amène des changements dans tes perceptions, dans tes cognitions. Ben, les cognitions, c'est pas juste le jour, hein, c'est la nuit aussi. Donc, ça peut amener des cauchemars, par exemple, qui peuvent perdurer pendant plusieurs semaines après la fin d'une grande consommation de cannabis, par exemple. Mais si on parle de cauchemars, ben on vient d'affecter le repos de la personne. Donc, on peut être plus irritable. Donc, on est plus fatigué dans la journée. Il y a tout ça à considérer. Ça répond pas à ta question? Oui, mon Dieu, tellement. Puis peut-être je ferai un pont en disant c'est là la différence entre quelqu'un qui consomme à l'occasion de façon excessive et avoir des impacts sur son rôle parental qui va être une fenêtre. Mais si quelqu'un a une dépendance, quand on est vraiment au niveau de la dépendance, qu'il y a une consommation régulière, les impacts ne sont pas seulement pendant l'intoxication ou le 24 heures après. Ça a des impacts sur le fonctionnement de la personne dans toutes les sphères de sa vie. C'est là l'importance de sensibiliser la personne que ce n'est pas seulement quand elle est intoxiquée ou le lendemain. C'est plus large que ça, c'est le fonctionnement. Puis c'est pour ça que c'est important quand la consommation prend trop de place d'aller chercher de l'aide. Puis les centres où ils vont avoir de l'aide en dépendance, on ne va pas être là pour... Parce que des fois, quand tu es parent, peut-être qu'il peut avoir de la peur, mais on n'est pas là pour juger. Puis au contraire, on peut trouver des solutions. Puis même si la personne n'est pas prête à arrêter, on peut travailler avec elle pour au moins réduire les impacts sur son rôle parental. Parce que si on a de la dépendance, on a dit ça a un impact sur son fonctionnement général. Fait qu'on ne pourra pas arriver à un impact zéro. Mais on peut diminuer les risques d'impact chez l'enfant. Si c'est des surconsommations ponctuelles ou à l'occasion, là, on peut s'assurer qu'il n'y ait aucun risque parce que, OK, en fin de semaine, j'ai le goût de m'appéter, ben les enfants vont aller chez grand-maman pendant 2-3 jours, puis je vais m'assurer d'être en forme quand je vais revenir, il n'y a aucun impact. Mais si c'est quelque chose qui se reproduit régulièrement, même si on est sobre en présence de nos enfants, c'est notre fonctionnement à nous qui impacte. Oui, parce que je me dis, si je me pète la face à toutes les fins de semaine, ça a un impact sur ma semaine, ça a un impact sur mes enfants, même si je ne les ai pas avec moi au moment de la consommation. Là. Sur ta santé mentale, sur ton travail, sur ton budget, les risques de psychose, il y en a plein. Là, Ben oui. Mais justement, j'ai comme une question par rapport à ça, en fait, sur les psychoses toxiques qu'on va appeler, en fait, là. Est-ce que c'est un type de substance qui va amener ça ou est-ce que ça peut être n'importe quel type de substance qui peut amener une psychose toxique? Parce que ça, il y a beaucoup de mésinformations, je trouve, par rapport à ça. Il y a des substances qui vont, quand on a parlé tantôt de stimulants, il y a le cannabis aussi, il y a beaucoup d'informations là, maintenant que c'est légal, là, qu'on peut aller chercher, mais le cannabis... Ça amène ce risque-là. Puis c'est ça, les stimulants, beaucoup. Parce que c'est, tu sais, je pourrais vulgariser. Là, quand tu parles du cannabis, est-ce que tu parles autant du... Parce que là, il y a le THC, puis il y a le CBD, fait que c'est-tu la... C'est le THC. C'est ça, OK, exact, c'est ça. Okay. Mais sont un peu plus rares les gens qui vont consommer juste le CBD, là, parce que les gens veulent aller chercher l'effet, fait que l'effet est dans le THC. Oui, c'est ça. OK, je comprends. OK. Mais oui, c'en est un. Puis, si
s'il y a un risque de psychose, là, ça a des impacts vraiment très graves. Ouais, ben là, oui, absolument. Là, ça peut te faire Ben oui. basculer dans un trouble qui peut amener un bris de fonctionnement à long terme, là, Oui, totalement. puis, tu sais, des fois, il peut avoir un sentiment de sécurité, tu sais, de dire, ah, ça fait des années que je consomme du cannabis ou que je consomme ça, puis je vois pas, tu sais, j'ai tout le temps la même quantité depuis longtemps, mais c'est comme il joue à la roulette russe, ça reste quand même, s'il y a d'autres éléments dans ta vie qui se passent, même Ouais. si tu n'as pas augmenté tes quantités, le risque de psychose toxique avec ces substances-là reste toujours présent. C'est un peu la loi de l'effet, là. Si tu as déjà des facteurs Je comprends. Individuel. personnels qui te fragilisent à la psychose, ben, tu viens de mettre un peu plus d'huile, là. Absolument, absolument. Et je prends quelques petites secondes pour te parler de mon accompagnement PAF, parents aimants, fermes et épanouis. Pourquoi je t'en parle là? Bien parce que le sujet dont on est en train d'aborder, peut-être que ça te permet de te rendre compte que, oups, peut-être que moi aussi, je vis des choses des fois qui sont plus difficiles dans ma parentalité. Que vous soyez en couple, que vous soyez séparés. Des fois, les stratégies d'intervention avec nos enfants, on n'est pas toujours accordés. On se questionne, est-ce qu'on fait la bonne affaire? C'est-tu correct? Bref, cet accompagnement-là, c'est 5 mois avec moi en virtuel et si tu es dans ma région, on peut se voir aussi en présence. Mais j'approfondis des thèmes, on va plus loin pour comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous, justement, des comportements de tes enfants et comment répondre, justement, pour avoir une parentalité qui est bienveillante et qui est encadrante, mais en étant dans l'amour. Hein? Plus on se comprend aussi comme parents, c'est souvent ce que les parents me disent. Caroline, je suis un parent plus bienveillant parce que je me suis donné plus d'amour. Parce qu'on est des humains. Puis c'est pas toujours facile, en fait, accompagner nos enfants. Alors, bref, le PAF, ça sert vraiment à ça. Fait que si tu veux plus de détails, va voir sur mon site web girardcynthia.com. En plus, tu peux utiliser mon code promo avec Corsé 15, vu que tu es un auditeur. Alors, pourquoi pas? À bientôt! Comment on peut justement concrètement l'entourage aider, mais je voudrais aussi qu'on aborde la question de l'enfant, en fait qu'on peut peut-être faire comme proche, mais pas enfant, puis on le fera tantôt. Donc, comment ils peuvent, l'entourage, les proches, être en mesure justement d'aider concrètement, tu sais, ça peut être il y en a là que tu t'en rends même pas compte qu'ils consomment. Tu sais, des fois, tu as connu quelqu'un. Comment on fait pour reconnaître? Donc, voilà. Les proches, écoute, des fois, la consommation est tellement impliqués dans le quotidien, puis les gens développent des trucs pour pas que ça paraisse. Ouais. C'est sûr qu'il y a des aspects qui peuvent être visibles. La personne qui est sur beaucoup de crack, par exemple, ou de cocaïne, ben, il va avoir des tics nerveux, il y a des choses qu'on peut voir. Je pense que la première affaire, c'est que si on voit un changement dans notre proche, on réalise qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, c'est important de le nommer. Puis une façon, je pense, de faire, ça pourrait être d'y aller ouvertement. Est-ce que tu as des consommations que tu voudrais me parler? Est-ce que je m'inquiète pour toi? De nommer ça. De nommer, ça amène l'autre personne à s'ouvrir, puis il va comprendre qu'il n'est peut-être pas dans le jugement. Puis si on y va avec de cette douceur-là, les gens partout au Québec peuvent appeler au 811 pour voir qu'est-ce qui s'offre dans la région. Tous les CRD, partout sur la province, offrent des services pour l'entourage aussi. Il y a beaucoup de monde qui vont dire, ben, je vais l'aider, je vais tenir un journal pour lui, je vais lui nommer quand est-ce qu'il a bu. Puis ça peut, pour certaines personnes, ça peut être aidant, pour d'autres, ça ne l'est pas. Fait que c'est d'aller ouvertement chercher de l'aide pour savoir qu'est-ce que je fais qui peut être bon, qu'est-ce que je fais qui se veut bien intentionné, mais qui dans les faits est contre-productif. Comment je peux aborder la question avec mon proche? Comment est-ce que je peux l'aider à lui cheminer dans sa démarche et non prendre sa démarche en charge? Hein, c'est un peu ça, on ne veut pas infantiliser les gens, on veut les amener à se responsabiliser dans ça et les soutenir avec empathie. C'est un peu ça. Ça peut devenir difficile, par exemple, d'être dans l'empathie. Quand ça fait des rechutes, une année, tu fais comme, hey,
Mais c'est important de comprendre la dépendance. La dépendance, puis se sortir de la dépendance, c'est pas un chemin continu et sans anicroche, là. Il y a des allers-retours, puis c'est juste normal. Donc, ça va être important de le comprendre, mais en même temps, ça va être important d'apprendre à mettre ses propres limites comme proche aussi. De dire, jusque-là, j'accepte. Au-delà de ça, voici ce que je vais faire, puis comment je dois imposer des certaines limites. Puis ça amène le proche aussi à réaliser aussi ses propres enjeux par rapport à sa consommation. Tu parlais tantôt un parent qui va dire, ben oui, tu consommais, mais j'étais là pour compenser. Mais si la personne qui consomme le réalise pas, ben elle fait pas face à ses méfaits de sa consommation. Donc pour elle, tout est beau, tout est correct aussi, là. Fait que c'est important d'avoir cette ouverture-là avec notre proche qui est en consommation pour dire, voici ce que je peux faire, puis voici où je vais m'arrêter. Puis, ce qu'Isabelle amène, c'est intéressant quand on veut aider la personne qui consomme, on veut être à l'écoute. Tout ça, c'est des choses qu'on peut vous aider au programme Entourage. Mais là, je vais aller dans l'autre sens un peu de ce que tu dis, Cynthia. Des fois, la personne n'est peut-être pas rendue là. Des fois, oui, les rechutes, des fois, ça fait partie du cheminement. Ça va, il y a retombé, mais la personne persévère. Si on voit qu'elle est en démarche, qu'elle tente des choses, mais si elle ne tente rien, puis que c'est juste des épisodes de plus en plus négatifs, là, je pense qu'en tant qu'entourage, on a une responsabilité quand il y a des enfants. Il y a la première étape. Ah ben oui. C'est ça. C'est important. Je pense que la première étape, c'est d'être à l'écoute, de sensibiliser, d'encourager la personne à aller chercher de l'aide. Mais si la personne n'est pas là, si la personne ne le reconnaît pas, ce qui est important, je trouve, de la part de l'entourage, c'est surtout de ne pas s'éloigner. Parce que c'est sûr qu'avoir quelqu'un qui consomme dans notre entourage, on peut avoir envie de prendre nos distances, se protéger, mais je pense qu'il faut un village pour élever un enfant, mais il faut que l'entourage se responsabilise. Fait que d'être présent, d'être à l'écoute, de proposer des solutions, d'appeler au 8-1, d'essayer de souligner les forces de ce parent-là, puis de dire, regarde, je ne suis pas là pour te juger. Si tu consommes, mais comment on peut protéger tes enfants? Puis comme j'ai dit tantôt, c'est pas parce qu'on a un problème de dépendance qu'on n'aime pas nos enfants. Fait que si on utilise cet argument-là, de dire, regarde, ta conso, tu n'as pas envie qu'on en parle, je ne veux pas te juger, mais je sais que tu es un bon père ou une bonne mère puis que tu veux le mieux. Fait que est-ce que je peux faire quelque chose? Absolument. Puis faire partie de cette sécurité. Puis tu sais, Cynthia, puis quand on parle par rapport aux parents, on se dit pour protéger l'enfant. Mais si on regarde, protéger l'enfant, c'est à court terme, mais on peut le regarder à long terme aussi. L'enfant va apprendre que dans ses schèmes d'attachement, dans ses schèmes relationnels, que l'adulte peut être fiable, peut être constant. Et donc, il y a des moments où c'est difficile, mais il ne va pas grandir nécessairement avec l'idée que un adulte, on ne peut pas y faire confiance. Puis là, peut se développer un paquet de problèmes personnels, problèmes psychologiques avec ça, qui vont avoir des répercussions. Donc, d'être là pour l'entourage, d'être présent pour lui, pour le protéger dans l'immédiat, mais pour le protéger aussi dans son développement psycho-affectif à long terme. C'est à ne pas oublier aussi. Mais justement, continuons avec les enfants parce que dans le dernier épisode, on avait comme parlé aussi que, tu sais, l'enfant peut aussi comme adopter certains comportements ou peut avoir certaines stratégies pour, tu sais, comme lui-même être en mesure d'avoir ses propres filets de sécurité. J'aimerais ça qu'on parle un peu plus de ça. Puis mon questionnement, c'est à quel point on peut pas tomber dans la parentification. Tu sais, fait que comment l'enfant peut-il être outillé sans tomber dans la parentification? Parentification veut dire de prendre un rôle de parent, de prendre un rôle qui lui appartient pas, là, en fait, là. Bien, je pense que ce qui peut être important, c'est s'il y a une ouverture, justement d'être là, d'avoir d'autres modèles, puis d'écouter l'enfant sur ce qu'il vit, répondre à ses questions. Tu sais, comme on a dit, pour pas que ça reste à l'intérieur, là, interne, mais que, comme le petit garçon de 8 ans que tu disais qu'il remarquait que quand de mettre des mots, de l'aider à comprendre. Tu sais, j'en ai, moi, des parents qui l'ont nommé à leur enfant, tu sais, maman elle a une maladie qui est la dépendance, j'essaie de faire de mon mieux, je vais chercher de l'aide. Fait que c'est quand ce discours-là est ouvert avec l'enfant, c'est sûr à un certain âge, là, il y a des âges où on ne peut pas, il faut y aller avec le développement de l'enfant, mais il existe, au CLSC, ils peuvent avoir du soutien, ces enfants-là, pour nommer ce que ça leur fait vivre. Puis une fois que les choses sont nommées, ben
faut pas les parentifier, mais permettre, tu sais, que, je sais pas, une grand-maman dit, si tu te sens pas bien, tu sens que maman est bizarre, appelle-moi, tu sais. Puis je vais venir te chercher, mais pas dans la, non, faut pas aller dans la, faut vraiment comprendre que enlever la responsabilité, c'est maman ou papa qui a une maladie, qui doit aller chercher de l'aide, qui doit travailler pour offrir le meilleur, mais toi, tu n'es pas responsable de tout ça. Fait que d'avoir de l'aide au CLSC. Surtout si on prend, mettons, une fratrie, tu sais, des fois, je vais entendre, ouais, mais leur grand-frère, il est là, puis il est capable d'appeler au secours s'il arrive quelque chose. Ouais, mais c'est pas son rôle, là, en fait, là, de devoir s'occuper de ses petits frères, puis d'assurer la sécurité de ses petits frères, en plus, là. Des fois, c'est de ramener à l'enfant, c'est quoi son rôle selon son âge présentement. Hein? Un enfant, un adolescent, il va dire, ben c'est correct, je vais m'en occuper quand maman est trop saoule, elle peut pas se lever le matin, je vais m'occuper de mes petits frères. Oui, mais toi, adolescent, ta job, c'est d'aller à l'école, puis de focuser sur ton futur, puis de faire tes activités parascolaires, puis c'est ça ta job d'adolescent. C'est pas de prendre le rôle du parent qui est pas là. Ce que tu peux faire, c'est de le nommer à l'école puis dire, je pense que maman a besoin d'aide, je pense que papa a besoin d'aide. C'est là ta limite comme ado ou même comme adolescent des fois, hein, c'est on veut en prendre plus là. Donc c'est un peu ça. Puis dans la parentification en séparation, il y a beaucoup des enfants qui vont tout faire pour cacher, pour éviter que la chicane pogne entre papa et maman. Hein? Fait que ça aussi c'est important à faire attention, de dire ben, c'est un problème qui appartient aux parents, aux adultes. Moi, je vais le nommer, je vais aller me chercher de l'aide, mais j'ai pas à compenser pour un parent pour préserver l'harmonie apparente entre eux parce que je voudrais pas revivre ça. On doit aussi leur apprendre à nommer ce qu'ils vivent réellement, ce qu'ils ressentent réellement pour éviter de retomber dans de la chicane. Absolument. J'ai le goût d'ajouter que il y a aussi un élément qu'ils peuvent effectivement cacher parce que s'ils entendent le coparent dire ben il verra plus, tu sais, il verra plus parce qu'il consomme, ben l'enfant peut avoir peur de plus voir le parent consommateur. L'enfant, il veut pas plus voir le parent consommateur, il veut plus qu'il consomme, il veut plus que en fait, il veut plus les impacts dans le fond de la consommation. Fait que c'est ça, en fait, qu'il veut plus. Fait que s'il a peur que, en parlant, je vois plus ma mère ou je vois plus mon père, ben, je vais encore plus le cacher aussi, en fait. Tu sais, Cynthia, je pourrais te faire le parallèle avec un parent qui est surinvesti dans sa sphère de travail. L'enfant, ce qu'il va se dire, là, c'est ben, maman ou papa est tout le temps sur son ordinateur, il est tout le temps à travailler, il n'est pas disponible pour moi. Fait qu'il va dire ça. Fait que l'autre parent va dire, ben, je vais le prendre avec moi, oui, mais on ne veut pas perdre ce temps-là avec ce parent-là pour les compétences que ce parent-là a. C'est un peu le même principe par rapport à la dépendance, la consommation. C'est une surconsommation de quelque chose, hein, puis qui peut amener un paquet d'impacts sur sa santé physique, sur sa santé cognitive, mais il faut essayer de voir ça un peu de cette façon-là. C'est une facette de cette personne-là et la consommation ne définit pas entièrement la personne ni le parent comme tel. Je vais donner un exemple de filet de sécurité qui n'empêche pas le contact avec le parent. Tu sais, dans le meilleur des mondes, c'est que le parent travaille sur lui et soit capable de protéger ses enfants. Mais des fois, quand le parent est capable de dire, là, je suis trop dans un état de désorganisation, je suis trop à risque de rechute, bien, ça peut être les contacts que j'ai avec mes enfants, je les fais en présence de grand-maman. Je vais chez ma mère, puis fait que, c'est le plus normalisant possible. Ça permet qu'il y ait un adulte en contrôle. Fait que si la personne dit, moi, je suis trop à risque de rechute, c'est une belle stratégie qui n'empêche pas le contact avec le parent. Mais c'est là qu'en tant qu'entourage, il faut se responsabiliser pour ne pas mettre l'enfant dans c'est pas à lui d'appeler à l'aide. Fait que si on voit que la personne n'est pas assez stable, c'est là qu'il faut utiliser l'aide extérieure pour mettre des cadres, mettre des obstacles et dire non. Si tu es en cheminement, ça va bien, puis tu es capable de protéger tes enfants des impacts, c'est correct. Mais sinon, on va devoir travailler en équipe et trouver des solutions ensemble. Fait que oui, ça peut être une bonne stratégie, là, justement. Il y a un parent qui arrive à dire ça, là, à reconnaître ça, à proposer ce genre de stratégie-là. Nonobstant que je peux comprendre à quel point tu peux te sentir coupable, honteux, ça peut t'amener une vague d'émotions, mais
quel bon parent es-tu? Exact. Mhm. Parce Même que si tu tu n'as es pas en arrêté de mesure. consommer. Exact. Oui. Mais parce que tu es en mesure de départager tes besoins de ceux de tes enfants. Fait que si Oui, en oui. ce moment, dans ta démarche pour stabiliser ta consommation, tu es en mesure, ça va pas t'être reproché. Au contraire, ça va être salué. C'est un courage énorme Oui. d'arriver à faire ça. Mais c'est vrai que des fois, on a tellement peur de nommer parce que qu'est-ce qui va se passer si je le mets au grand jour? Mhm. Ouais. C'est Puis là t'apprends à ton l'approche enfant, d'Isabelle. Oui, vas-y, hein? Isabelle. J'allais dire T'apprends que à c'est quand ton t'as parlé. enfant Attends un peu. On est en feu. de trop de Vas-y choses donc, à dire. Isabelle. T'apprends à ton enfant aussi à faire le départage entre les désirs puis les besoins. Fait que comme parent, tu veux avoir ton enfant, mais tu n'es peut-être pas en capacité ou le besoin que tu as versus le désir que tu as, hein, préserver mon image puis tout ça, et le besoin que j'ai, assurer les réponses aux besoins de mon enfant. Tu apprends ça aussi à ton enfant. Wow. Qu'est-ce que tu voulais dire, Bianca? Ah, mais j'allais revenir sur ce qu'Isabelle avait dit au début sur l'importance de l'entourage d'aller chercher de l'aide parce qu'ils vont vous aider à mettre des mots. Puis parce que quand on est dans la moralisation, dans le reproche, c'est là qu'on ne réussira pas à être partenaire avec la personne qui a un problème de dépendance. Fait que si on est plus dans une ouverture, dans une communication, dans une recherche de solutions, la personne vivra moins la honte. Puis, Exact. Je peux même ajouter, parce qu'on n'a pas parlé, mais dans l'entourage, pour les gens de l'entourage, il faut aussi apprendre à faire avec. Hein? À faire avec, ça veut dire, moi, je reste peut-être pris avec des bébites d'anxiété où je vais voir des indices de tout le temps, hein? Mais il faut peut-être que j'apprenne à gérer cette anxiété-là et à faire confiance selon l'observation que j'ai. Parce qu'il y a de ça aussi. J'adore. J'ai trop peur, j'ai trop de souvenirs antérieurs qui me reviennent, puis là, je veux pas que ça recommence. Puis là, on parle de l'anxiété du proche, puis pas nécessairement de la consommation du parent. Mais puis on en revient au besoin. Ton besoin à toi, c'est pas de contrôler sa conso, c'est de contrôler et d'apprendre à gérer ce que ça te génère en toi. Ben En oui, fait. ben Absolument, oui, absolument. Oui, revenir si sur t'es les peur, faits, revenir sur les observations, puis voir sur comment je peux agir pour que ça soit mieux pour l'enfant, pour moi, pour mon proche. si tes peurs font que tu coupes les accès avec l'autre parent, ben toi aussi, là, tu mets l'enfant, l'enfant a des contribues. impacts, là. Absolument, tu contribues au problème. D'où le fait que c'est une dynamique familiale, tout à fait. Oh, les filles, merci tellement. C'était tellement pertinent. On a bien fait de faire un petit ajout. On Ben a bien oui. fait. On a bien fait. On est venu mettre plein de nuances aussi sur qu'est-ce qui a été dit dans le premier épisode, quoi qui était déjà comme très excellent. Les filles, vous êtes comme extrêmement généreuses de votre contenu. On voit très bien que vous connaissez très bien votre matière et que vous avez à cœur. En tout cas, vous devez être des intervenantes qui amènent beaucoup d'empathie. En tout cas, je sens aucune once de jugement quand vous parlez en fait des parents consommateurs, des individus consommateurs. Puis, ben, c'est la première clé pour être capable de faire un cheminement, là. Donc, Ben oui. Ben oui, ben si ça peut avoir aidé des auditeurs, puis des auditeurs qui auront aidé d'autres gens dans leur entourage, des gens qui consomment ou des gens qui ont dans leur environnement des gens qui consomment, mais tant mieux si ça peut avoir fait la différence. Puis amener la connaissance partout, que les CRD offrent des services. Le 811 peut référer vers d'autres organismes aussi. Il y a de l'aide qui est là. Absolument, absolument. Merci énormément d'avoir été avec moi. Grand plaisir. Et pour le reste, on se revoit par exemple dans 2 semaines. On reprend notre rythme plus habituel. Bye bye! Salut! Est-ce que tu savais que si tu es un auditeur de Corsé, tu as le droit à un code promo sur mes formations en ligne, mes webinaires, mes accompagnements Cococo et PAF? Ben oui! Tu utilises le code Corsé, C-O-R-S-E 15. Ça te donne un 15% sur tout ce que je viens de te nommer. Alors, utilise-le, partage-le, aime-le. À bientôt!